Vous savez, il paraît relativement évident que la vie a son lot de misère. Aucun doute là-dessus. On pourrait même affirmer sans embâche que la vie est, pour l'essentiel, une vallée de misère. Vous savez, c'est une hypothèse que l'on peut défendre avec d'assez solides arguments. Cela dit, on peut lui opposer la question suivante. Et si on essayait de réduire cette souffrance au strict nécessaire? D'accord? À quoi ressemblerait-elle alors? Quelque chose me dit qu'une grande partie de cette souffrance disparaîtrait, car c'est la souffrance inutile qui nous anéantit. C'est comme quelqu'un attrape un cancer, c'est sûr, ça craint, mais face à cela, on ne dit pas « si seulement nous avions agi autrement, ça ne serait pas arrivé ». Par contre, si quelqu'un vous torture avec malveillance, ou si c'est vous-même qui agissez ainsi, il est permis de se demander « est-ce vraiment nécessaire ?» Ne sommes-nous pas en train d'ajouter inutilement de la détresse à la misère? Et c'est cela qui est désespérant. Et donc, y compris dans votre propre vie, si vous n'êtes pas l'auteur de votre propre souffrance, si cette souffrance est inévitable, alors il y a peut-être moyen de la gérer. Vous pouvez peut-être y survivre, la supporter, peut-être même sans vous corrompre à tout jamais. Donc l'objectif pourrait se définir ainsi. Ok, la vie est une vallée de misère, et peut-être qu'elle n'a aucun sens. On peut dire ça si on se sent particulièrement pessimiste. Il n'empêche qu'il reste une question. Si on n'a pas fait tout son possible pour la rendre pire, dans quelle mesure pourrait-on la rendre meilleure? Et la réponse à minima est la suivante. D'accord, ce peut être une tragédie, mais pas forcément un enfer. Et je crois que c'est vrai, j'y crois vraiment. Cette affirmation est juste, et c'est la plus pessimiste. Le pire qui puisse arriver, dans le pire monde des possibles, c'est que votre existence soit une tragédie, mais pas un enfer. Et c'est beaucoup mieux que l'enfer, n'est-ce pas? Je crois que je pourrais illustrer cette différence par un exemple. Vous êtes auprès de votre mère qui est en train de mourir. Ça, c'est une tragédie. Maintenant, voici un autre scénario. Vous êtes auprès de votre mère qui agonise, et vous et le reste de votre fratrie imbécile êtes en train d'argumenter. La voilà la différence entre le tragique et l'enfer. Vous pourriez être en mesure de tolérer la première situation. Elle pourrait même vous rapprocher des membres de votre famille. La deuxième, personne ne peut la supporter. Vous en sortez dégoûté de vous-même et de tout le reste. Et il arrive fréquemment que des circonstances tragiques fassent sortir les dragons. Car la pression est forte, et toutes les choses qui n'ont pas été réglées, les gens n'ont plus la force de les refouler. Alors des flots d'amertume se déversent. C'est comme... Je n'exagère pas. Ce n'est pas une leçon facile, mais c'est un bon moyen de savoir si vous êtes en adéquation avec vous-même et avec vos frères et sœurs. C'est comme si vous êtes tous rassemblés autour du lit d'un proche qui agonise. Êtes-vous capable de gérer la situation? Si la réponse est non, alors ressaisissez-vous, car ça arrivera tôt ou tard. Et il faut que vous soyez la personne en capacité de le faire, et de le faire correctement. Peut-être alors vous apercevrez-vous qu'une telle situation n'est pas propre à ébranler votre foi en l'existence. Et j'ai rencontré ces deux situations. Vous savez, des choses très très moches, parfois carrément ignobles. Et puis il y a aussi l'inverse. Les familles ont dû affronter des événements épouvantables, mais les membres en sortent plus unis que jamais. Reconstruisent leur bateau et reprennent leur navigation. Ça me semble nettement préférable. Peu importe quel genre de thérapeute vous êtes, vous enseignez toujours la même chose. Vous n'êtes pas le plan. Vous êtes celui qui est capable de confronter l'obstacle au plan. Et quand vous allez plus loin, que vous vous apercevez que l'obstacle n'est pas seulement un obstacle mais une véritable opportunité, alors c'est toute votre vision du monde qui est susceptible de changer. Parce que vous pouvez vous dire « D'accord, j'avais un plan, quelque chose qui est opposé. » Eh bien, il est fort possible que cette chose qui fait obstacle vous prodigue une leçon qui vous emmènera à l'endroit d'où vous pouvez élaborer un plan encore meilleur. Penser les choses dans ce cadre est avantageux. C'est comme êtes-vous bien certain qu'il s'agisse d'un réel problème? N'y a-t-il pas une autre manière de l'envisager? Ne serait-ce pas plutôt une opportunité à saisir? Et je n'essaie pas d'être naïvement optimiste. Il y a des choses qui... Ce n'est pas une mince affaire que de soupirer de l'or à un dragon. Et être confronté à la mort d'un proche peut en être une bonne illustration. Mais même une telle situation, je peux vous l'assurer, est une occasion de mûrir. Pas de doute là-dessus. Alors, vous pourriez objecter qu'il est assez indigne de chercher à extraire de l'or alors que quelqu'une personne est en train de mourir. Mais d'une part, si elle vous aime vraiment, c'est ce que cette personne souhaiterait que vous fassiez. Et d'autre part, sa mort lui paraîtra beaucoup plus douce si vous êtes celui qui peut être présent et utile, plutôt que, vous savez, celui qui va se réfugier en tremblant dans un coin avec le sentiment que le ciel vous tombe sur la tête. Je veux dire, ça c'est un autre point. Vous devez être la personne providentielle au moment des obsèques. Que pensez-vous d'un tel objectif? Ça, c'est un bon objectif.
C'est dans une telle situation que vous saurez si vous vous prenez vraiment en main, parce que vous serez auprès des autres. Peut-être que ce serait bien si vous pouviez être la personne que l'on choisit pour pleurer sur son épaule. Ce serait un objectif appréciable. C'est comme, vous savez, l'optimisme BA, ce n'est pas trop mon truc. Alors quand je vous recommande de prendre votre vie en main, je ne prétends pas que vous allez marcher sur un tapis de rose. Ça, c'est de la bouillie pour les chats. Mais c'est quand même quelque chose d'être la personne sur qui l'on peut compter au moment des funérailles. N'est-ce pas? Et vous pouvez viser cet objectif, vous pouvez vous y employer. Certes, ça exige d'être relativement endurci. En effet, vous devez être capable d'assumer une perte cruelle, sans vous effondrer. Et il faut que vous soyez un monstre pour y arriver, n'est-ce pas? Parce qu'on peut se dire, et j'ai eu des patients qui pensaient ainsi, j'aime tellement mon enfant, j'aime tellement ma mère, que je serais incapable de survivre s'il leur arrivait quelque chose. Si c'est le cas, vous avez de sérieuses questions à vous poser. C'est comme, vous voulez vraiment infliger ce genre d'amour à quelqu'un? Je ne pourrais vivre sans toi. C'est comme, Dieu du ciel, ôte-toi de ma vue. Vraiment. C'est épouvantable, c'est la mère édipienne. C'est le genre, je te pardonnerai quoi que tu fasses. Ah bon? Quoi que je fasse, c'est ça? Tu n'es pas mon ami, je te le garantis. Mais alors, pas du tout. C'est terrible de faire ça à quelqu'un. C'est comme la sorcière dans Hansel et Gretel. Tout sucre et miel au dehors pour les enfants perdus. Au dedans, elle vous nourrit de bonbons, vous engraisse et vous dévore. C'est ça, Hansel et Gretel. C'est la mère édipienne. C'est l'une des découvertes majeures de Freud. Car c'est bien une découverte majeure. C'est le pouvoir dévorant de l'amour. On doit vouloir que la personne tienne debout toute seule, et le prix à payer, c'est que vous tenez tout seul. C'est comme, c'est bien de t'avoir auprès de moi, je suis content que tu sois là. Mais si la catastrophe vient à frapper l'un de nous deux, j'espère que l'autre sera toujours debout quand elle passera. Il y a certes une dureté indéniable là-dedans, c'est incroyablement cruel, car ça revient à dire, si ma mère venait à mourir, je pourrais lui survivre. Quel genre de monstre êtes-vous exactement? La mort de votre mère ne vous anéantit pas? Eh bien, il se trouve qu'être un monstre est l'option à choisir. Donc, ce n'est pas une leçon facile à apprendre, mais il est indispensable de l'apprendre, car elle vous rend, à un certain stade par exemple, à mesure que vous prenez de l'âge, quand vous atteignez 25 ans, par là, votre relation avec vos parents doit commencer à devenir, grosso modo, une relation entre pairs. Et il est possible de savoir si c'est le cas. Voici une petite astuce pour le découvrir. Vous avez des parents, forcément. Eux-mêmes ont des amis. Vous vous souciez, j'imagine, de ce que pensent vos parents. Est-ce que vous vous souciez de ce que leurs amis pensent de vous? Et la réponse à cette question, c'est pas autant, loin de là. Alors je vous demande, dans ce cas, pourquoi donc vous souciez-vous de ce que vos parents pensent de vous? Ce sont les mêmes gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est que par hasard si vos parents sont les amis de parents d'autres enfants. Ils ne les voient pas comme vous les voyez. C'est là que vous vous apercevez que vous faites une projection, d'accord? Si au tournant de la trentaine, ce que vos parents pensent de vous compte davantage de ce que, disons, un échantillon aléatoire de leurs amis pense de vous, alors c'est que vous confondez encore vos parents avec Dieu. C'est une des manières de voir les choses. Vous les confondez encore avec un archétype. Et vous êtes encore un enfant. Et vous allez me dire, ça ne se fait pas de cesser d'accorder de l'importance à ce que vos parents pensent de vous, de s'en moquer. Je vous répondrai qu'il est possible en effet que ce soit inconvenant. N'empêche que vous leur serez peut-être utile quand ils seront vieux. Et c'est une bien meilleure manière de vous soucier d'eux. C'est comme, vous serez alors suffisamment indépendant, suffisamment fort, suffisamment détaché pour que, quand la dynamique du pouvoir s'inversera, et c'est inéluctable, vous deveniez la personne qui fera avancer les choses. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça pour eux, si? C'est ce que vos parents peuvent attendre de mieux. Voici une autre manière d'envisager la question. Ici, le monde normal. Là, le jardin où se trouve le serpent et le chaos. C'est le chaos qui surgit quand vos plans s'effondrent, d'accord? Le monde de la surface et le monde souterrain. Et le monde souterrain est toujours là, tapis derrière toute chose. Un peu comme l'image du requin sur l'affiche du film Les Dents de la Mer, n'est-ce pas? Vous êtes là en train de nager à la surface, et en dessous, cette créature épouvantable, susceptible de monter jusqu'à vous et de vous tirer vers le bas, c'est le monde. Donc vous devez être capable d'opérer ici et d'opérer là. Et quand vous opérez là, eh bien, c'est le moment où vous délivrez votre père du ventre de la baleine. C'est là que vous descendez dans les abysses. Quand vous êtes dans le chaos tout en bas et que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, il vous faut redécouvrir les valeurs qui ont orienté les gens depuis toujours. C'est ça que vous devez découvrir. Donc par exemple, quand je m'occupe de gens victimes de troubles de stress post-traumatique, des gens qui ont eu affaire à la malveillance, il leur faut réapprendre la définition du bien et du mal. Car s'ils ne le font pas, ils n'ont plus de repères, ils sont perdus. Ils se disent que la malveillance est présente dans ce monde et qu'ils sont de naïfs, que eux-mêmes sont des proies naïves, exposées à la malveillance du monde.
Alors bon courage pour fonctionner avec de telles hypothèses. On ne se remet pas d'une telle situation. On ne bouge plus de chez soi, réfugié dans son terrier, c'est ça qu'on fait. Alors il faut descendre là-dedans et se dire, d'accord, la malveillance est à l'œuvre. J'ai intérêt à être celui qui la comprend et qui la gère. Et c'est encore une raison pour laquelle vous devez vous transformer en monstre. C'est l'intégration jungienne de l'ombre. Et ce n'est pas drôle. Parce que la seule chose qu'un monstre répugne à affronter, c'est un autre monstre. Alors vous aurez beau dire que vous n'avez pas envie de vous transformer en monstre, il n'empêche que vous n'avez pas le choix. Vous serez soit un monstre pathétique, soit un monstre doté d'une certaine puissance. Quels sont vos choix? L'option non-monstre n'existe pas. Faible ou fort. Et quand je dis fort, je ne parle pas de la force de domination du tyran. Pas du tout. Par fort, je veux dire capable d'assumer des obsèques. Et ça a quelque chose de monstrueux. Et quand vous êtes au fond, dans le chaos, c'est ce qu'il vous appartient de redécouvrir.